Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission politique hebdomadaire en langue française sur Tonos TV. Comme chaque lundi à 20h15, nous revenons sur l'actualité de la semaine dernière, richement garnie encore une fois. On va parler donc de la mort de Fawzi Belmerad, le discours de Marzouki par rapport au Qatar, le meeting de Nidi Tounes à Kérouan et à Gafsa. On va reparler aussi des événements du 9 avril 2012 et 2013, l'anniversaire de Takat, une petite question sur l'anniversaire de Takat, les viols aussi, 3 viols la semaine dernière. On reviendra aussi sur l'Assemblée nationale constituante, le Fonds monétaire international et bien sûr la non-libération de Semil Faghli. Et justement, pour parler de toute cette actualité, j'espère qu'on aura le temps, j'ai à mes côtés M. Mohamed Bennour, porte-parole du parti Takat. Bonsoir à vous. Bonsoir. J'ai aussi M. Fawzi Ben Abdelrahman, vous êtes membre du bureau exécutif du parti El Jomhouri. Bonsoir. Bonsoir. Et M. Abdelaziz Mzouri, avocat et membre du bureau exécutif du parti Nidi Tounes. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, la première question va se diriger donc à la mort de Fawzi Belmerad. Après la révolution, donc 3 personnages politiques sont décédés d'une crise cardiaque, à savoir Abdeltif Amr, Tarek Mekki et Fawzi Belmerad. S'agit-il encore d'une coïncidence, M. Bennour? Est-ce qu'il s'agit encore une fois d'une coïncidence, la mort de ces 3 personnes? Est-ce que c'est une coïncidence ou il y a vraiment, comme les différentes épouses de ces messieurs disent qu'il y a complot, il y a assassinat? C'est des coïncidences malheureuses, en effet. Nous constatons que 3 militants Abdeltif Amr, Tarek Mekki et Fawzi Belmerad, dernièrement, qui ont été terrassés par une crise cardiaque. Bon, là, on ne peut rien dire, sauf si on demande une autopsie pour voir si ils ont été, ils ont absorbé un poison ou quelque chose. Oui, quelque chose comme ça. C'est le devoir de leurs proches, le devoir aussi de toute personne qui peut mettre en doute ces accidents cardiaques. Je ne peux que regretter ces morts parce que c'était des militants qui animaient un peu la vie politique, qui donnaient leurs avis, qui avaient leur... Qui dérangeaient? Est-ce qu'ils dérangeaient, selon vous? Oui, mais tout le monde dérange maintenant. Non, mais ils avaient aussi leurs partisans. Et, sur les pages sociales, le Facebook, je vois que aussi bien Abdelmekki, Tarek Mekki que Fawzi Belmerad, des fois on est d'accord avec eux, des fois on n'est pas d'accord avec eux. Mais ils ont... Mais vous accordez quand même... Il anime, il dérange parfois, oui. Vous accordez quand même tout le monde dérange. Vous accordez quand même à l'opinion publique qu'ils ont, ils ont le bénéfice du doute, de se dire, est-ce que... Et c'est quand même bizarre que les 3 personnes sont décédées d'une crise cardiaque. C'est une question qui a été posée par des journalistes et par beaucoup de... Monsieur Fawzi Ben Abdelrahman, par rapport à cette question. Déjà, on peut constater que les gens de la Troïka sont en meilleure bonne santé que l'opposition, apparemment, visiblement, puisque les attaques cardiaques ne touchent que les gens qui s'opposent. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a complot, mais je ne suis pas adepte de la théorie des complots. Mais ces gens qui s'opposaient fermement au régime, le fait qu'il y ait des gens qui sont en train aujourd'hui de remettre en cause des conclusions ou des avis de médecins, sont en fait l'expression d'un manque de confiance dans la transparence avec laquelle les affaires pénales et les affaires de crimes sont menées. Rappelons-nous l'affaire de Lotfi Nagd à Jerba, qui a été lynché. Qui a été lynché, qui est mort. C'était pas à Jerba, hein? Oui, c'était à Medine, à Tataouine. En fait, l'affaire de Choukri Belhaïd également, et en fait, on n'arrive pas à avoir le fin mot de l'histoire, on a des informations contradictoires. On a des va-et-vient au niveau de la justice. Ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est plus le lendemain. Il y a le ministère de l'Intérieur est reluctant à nous donner l'information véritable. Le ministère de la Justice est reluctant à nous donner l'information véritable. Donc, ce qui alimente un petit peu tous ces bruits. Donc, ceci, il faut le voir comme l'expression d'un manque de confiance dans les structures. Très bien. Alors, Zim Zouri, par rapport à cette question, qu'est-ce que vous pouvez rajouter? Non, mais je pense que d'abord, il y a 2 crimes.
2 assassinats presque signés. Il y a l'assassinat de Lutfi Naqd qui ne pose presque plus de problème au niveau de sa consistance et au niveau de ceux qui l'ont commis, puisque le juge d'instruction lui-même a décidé de traduire ceux qui étaient déférés devant lui, devant un tribunal. D'ailleurs, il y a des membres de la Ligue de protection de la qui ont été arrêtés, qui sont en grève de la faim en ce moment. C'est très clair. Etc. D'ailleurs, c'était très clair bien avant, puisqu'ils ont été défendus bec et ongle par toutes les instances de Nahda du niveau régional au chef suprême de la Nahda. Donc, c'est un crime presque signé, et c'est un crime qui pose d'énormes problèmes, même au niveau de la conscience individuelle et de savoir si ces gens-là sont des véritables croyants. Puisqu'il y a ceux qui savent, devant la justice, bien sûr, il y a ceux qui ont commis le crime, mais ceux qui l'ont commandité, ceux qui ont défendu les criminels, devant Dieu, c'est un autre problème. Même les gens qui savent et qui sont dans la direction, et qui sont membres de la direction de Nahda, sont susceptibles de ce jugement dernier, qui est le véritable jugement. On se recale sur Fawzi Belmalad. Donc, ça, c'est le deuxième crime presque signé aussi, c'est celui de Chokri Blaïd. Et donc, apparemment, et comme ça vient toujours du même côté, comme l'a dit mon collègue, les gens, bien sûr, a priori, c'est des crises cardiaques normales. Mais compte tenu du climat politique et de la suspicion qui pèse, et des gens, assassiné par balle, hein. les gens considèrent que ces gens-là sont capables d'assassiner. Et compte tenu de la sophistication actuelle de l'assassinat politique, c'est assez sophistiqué. Il y a des gens qui disent, il y a des empoisonnements qui, à l'autopsie, ne sont pas décelables et dont les symptômes sont exactement les mêmes que ceux de la crise cardiaque. Très bien. Donc, il y a ce climat-là qui est très, très lourd et il y a toujours les doigts sont toujours pointés vers une... Alors justement, on va aller voir un reportage qu'une journaliste donc, de Tunis a fait. Monia, qui sont partis donc, à la maison de Fawzi Belmalad. Ils ont rencontré donc, sa femme, ses enfants. Béjir Khalid Sebsi, on l'a aperçu justement là-bas. Il est parti donc, pour les condoléances, etc., pour la famille. On regarde ce reportage et on revient tout de suite sur le plateau. Jusqu'à ce moment, moi, je ne sais rien. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Je sais bien. Bon, je sais que mon mari est sorti de chez moi le samedi matin pour amener son fils à faire des études en anglais. Et puisqu'il y avait des clients qui sont du Caban, parce que son bureau est à Tunis, c'est-à-dire les clients du Caban, aimeraient mieux le voir à mon bureau à Grand Bélia que d'aller à Tunis. Bon, c'était tout à fait normal, comme il faisait pratiquement pendant tous les week-ends. Mais après une demi-heure, moi, je suis restée à la maison. Il m'avait appelé, il m'a dit qu'il avait des malaises, qu'il était tout en sueur, qu'il avait des malaises. Bon, j'ai cru que c'était une hypoglycémie. Je lui ai demandé d'aller aux pharmacies, de voir qu'est-ce qui s'est passé. Mais puisque toujours, pour Fawzi, le dernier de ses soucis, c'est de s'occuper de sa santé, il voulait revenir à la maison. Mais pendant ce temps-là, une secrétaire qui était, son secrétaire qui est de Grand Bélia, elle m'avait appelé, elle m'a dit pratiquement qu'il ne pouvait plus conduire sa voiture et qu'elle doit l'amener à l'urgence de Grand Bélia. Bon, j'ai dit d'accord, moi, je serai dans quelques instants. Et bon, vous savez, lorsqu'on est si pressé, le chemin devient très long pour arriver à Grand Bélia. Heureusement que lorsque j'y étais, il était encore vivant. Bon, je tiens de ses mains, j'ai dit Fawzi, tiens bon, tu es courageux. Et moi, vous devez vivre pour vos enfants, pour tous ceux qui vous aiment, pour la Tunisie. Bah, c'est dit non, je peux plus, je vais mourir. Il l'a répété 2 fois. Et puis, même pas un quart d'heure après, bon, voilà, tout est fini. Quand j'ai vu la mort de mon mari pour la première fois, j'ai cru entre parenthèses, que sa mort est totalement normale parce que mon mari avait des antécédents cardiaques
Il avait en 98 et en 2001, il avait eu 2 attaques cardiaques. Mais après, bon, moi j'ai refusé la première fois l'autopsie. Mais après, lorsqu'on m'a parlé, le procureur de la République de Grand Belia et le Hak Tahqiq et le président du tribunal de Mazabouzdalfa, il m'a dit que c'est un mort suspect. Et pour le mieux, pour moi, pour mes enfants, pour Fawzi et même pour tous ceux qui l'aiment, on doit vraiment savoir si c'est vraiment un mort normal ou bien il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Voilà. C'est pourquoi moi j'ai accepté, après un long refus, qu'on le passe à l'autopsie. Et bien on attend encore, l'enquête est déjà entamée. Si c'est une mort naturelle, si c'est pas naturel, نقول ديرجا ربي ظهر له حق. Voilà, donc on est revenu, on a vu donc cette interview assez touchant quand même par la femme de Fawzi Belmrad. Alors elle est à peu près sûre, d'après ses propos, que c'est un assassinat, qu'il a été empoisonné ou qu'il y a quand même le bénéfice du doute. Alors avant l'autopsie, sa femme dit qu'elle a été assassinée, d'autres disent que non, 3 crises cardiaques. Est-ce que vous pensez quand même qu'il y a un problème? Il y a quand même un souci, parce que comme M. Fawzi disait, les morts cardiaques sont plus du côté de l'opposition. Donc l'opinion publique a le droit de se poser certaines questions. Mais c'est tout à fait légitime, mais je pense que... il faut attendre l'enquête. Non, il faut attendre aussi l'autopsie. La suite. Est-ce qu'il y aurait d'autres crises cardiaques et de quel côté seraient ces crises cardiaques? Non, je ne crois pas. L'autre c'était aussi pour le Khaled ministère. Tarouche, on se rappelle, quand il était porte-parole. C'était aussi pour le ministère de l'Intérieur et pour le porte-parole du ministère de l'Intérieur, une crise cardiaque. L'ex-porte-parole, Khaled Tarouche, oui, qui avait déclaré après 1 heure ou 2 heures que c'était une crise cardiaque. Il n'avait même pas eu autopsie. C'est tout à fait différent. Il y a crise cardiaque, quelqu'un qui a eu une crise cardiaque, il n'est pas agressé, il n'est pas... et puis, il y a d'autres qui... L'autre Finag a été agressé, a été lynché, et il est mort. Selon vous, qui sont les commanditaires, justement, de la mort de Lotfi Nagab? Qui sont derrière? Ce qui sont derrière, c'est les agresseurs, c'est les membres. Je ne dis pas militants, parce que pour moi, militer, c'est militer pour une... cause noble, pas pour une cause. Personne n'a le droit de s'approprier la révolution. La révolution, c'est un bien collectif. Qui appartient à tous les Tunisiens. À tous les Tunisiens. Et tous les Tunisiens sont en droit de défendre. Alors pourquoi cette ligue, elle pratique encore de la violence? Pourquoi on la laisse se mettre en avant pour dire, moi, je défends la révolution? Vous qui êtes à la Troïka, pourquoi on laisse faire ces ligues-là encore au jour d'aujourd'hui? Nous le parti Takatol, il a pris des positions très claires, très nettes, après l'agression contre Lotfi Nagab. Le 4 décembre, le Takatol a été le premier à réagir violemment contre ces ligues, parce que pour nous, personne n'a le droit de défendre la révolution. On va sortir un peu du sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, Takatol, où se trouve Takatol aujourd'hui? Est-ce qu'elle fait encore ce contrepoids qui est supposé être son rôle par rapport au parti au pouvoir à Narva?
Je vais poser la question déjà à l'opposition. Est-ce que vous trouvez que Takatel fait le contrepoids aujourd'hui? Je ne pense pas. Je ne pense pas que Takatel fait un contrepoids tel qu'il a été conçu par les dirigeants de Takatel lorsqu'il rejoint la Troïka. Je pense qu'ils n'arrivent pas à s'imposer au sein de la Troïka, ni eux ni le CPR, vu la mainmise de Nahda sur la vie politique et sur la Troïka. Nous le voyons d'une manière objective. Je ne suis pas en train d'être anti-Takatel. Je pense que Takatel, il partage avec nous certaines valeurs de société. Donc je ne pense pas qu'on puisse avoir des divergences fondamentales. Mais leur choix politique est un choix avec lequel on n'est pas d'accord au niveau de Hizb Jumhouri, parce que tout simplement, ils ont dit qu'ils allaient entrer dans la Troïka pour éviter que Nahda puisse s'imposer ou bien mettre une mainmise totale. Or, on voit aujourd'hui que la mainmise de Nahda sur l'administration de manière à menacer carrément... Parler des différents directeurs dans l'administration tunisienne. C'est-à-dire de la mainmise des nominations qui est en train d'être... Elle est en train de mettre... Le mouvement Nahda est en train de mettre ces gens partout et ces femmes partout. Au niveau des régions, au niveau des gouverneurs, au niveau même des mu'tamad et des mu'tamdin, des délégués. Au niveau aujourd'hui, Takatel a failli à sa mission. Donc c'est pour ça que je dis, moi je ne pense pas que ce soit le cas. Monsieur Abdelaziz Mzouri, par rapport à cette question. Là, je pense que Takatel, au contraire, Takatel a peut-être une responsabilité encore plus grande que celle de Nahda, puisque c'est Takatel et le CPR qui permettent à Nahda d'avoir la même mise sur l'ensemble de l'appareil d'État. Alors, ils ne font rien pour limiter ce pouvoir et cette mainmise. Et dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la sécurité publique, on a vu que l'inefficacité totale de Takatel pour juguler l'insécurité, il n'y a aucune mesure sérieuse contre les salafistes, il n'y a aucune mesure sérieuse contre les ligues de protection. On a vu que les salafistes avaient attaqué à Gamar dernièrement. Ils ont attaqué partout, ils font ce qu'ils veulent. De toutes les manières, c'est le bras armé de Nahda. Et le CPR, ni le CPR. Et le CPR, déjà, à la limite, on peut lui trouver des excuses parce que le CPR est un parti nahdaoui au départ, qui a été fourni. Et d'ailleurs, maintenant, ils sont revenus à l'orthodoxie normale, puisque son secrétaire général est un ancien nahdaoui. Donc, il n'y a plus de problème. Et d'ailleurs, je vous fais remarquer que les deux partis qui étaient associés au pouvoir ont connu plusieurs fragmentations. C'est devenu des partis qui ne représentent plus rien. Et c'est étonnant que des partis au pouvoir éclatent de cette manière. Normalement, le pouvoir permet de souder, d'unifier ces partis. Et justement, ces partis ont éclaté parce qu'ils ne sont pas au pouvoir, parce que leurs militants savent qu'ils ne sont pas au pouvoir, parce qu'ils savent que c'est des marchepieds, juste des marchepieds pour servir leurs deux leaders. Et leurs deux leaders n'ont même pas des garanties dont bénéficie un fonctionnaire normal. Un fonctionnaire ne peut pas être mis à la porte du jour au lendemain. Le président de l'Assemblée nationale et le président de la République, dans l'organisation provisoire des pouvoirs publics, on peut le mettre à la porte du jour au lendemain. D'ailleurs, quand Ja'far a commencé à discuter, etc., on lui a dit, là aussi, vous abandonnez le gouvernement, vous abandonnez le perchoir aussi. Et donc, ils sont sous pression et ils ne représentent aujourd'hui plus rien. Et d'ailleurs, leur stratégie est devenue maintenant évidente. Ils sont là pour soutenir Nahda et ils ont lié leur destin d'une manière indissociable avec celui de Nahda. À mon avis, Takatel, il joue pleinement ce rôle. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour contredire ce qu'il dit, M. Abdelaziz, justement, les démissions, par rapport aux téléspectateurs? Qu'est-ce que vous avez fait pour la sécurité, par exemple? Non, est-ce que le pays, je vais vous dire, je vous laisse. C'est des choses évidentes. Il y a les groupes. On ne peut pas parler. Non, mais je vais vous poser des questions. Bon, vous dites qu'on fait des choses. Qu'est-ce que vous avez fait pour les groupes armés? Qu'est-ce que vous avez fait pour les gens qui brûlent les mausolées? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est la responsabilité de Takatel Bark. Bien sûr. Mais il n'y a pas eu une parole forte. Tous les partis sont responsables. Non, pas du tout. Tous les partis sont responsables. Les partis au pouvoir sont responsables. Non, tous les les partis. Il est responsable de quoi? Pourquoi ne serions responsables? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a violence? C'est celui qui est le ministre, qui est au gouvernement, qui est responsable. Il y a un double truc. Lorsqu'il y a violence dans la rue, si la police intervient violemment avec des armes,
l'opposition et tout le monde dénonce. Comment ça se fait que des habitants se retrouvent attaqués? On est dans une phase très délicate. Je ne veux pas être à la place d'un ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, entre parenthèses, grâce à Takatul, le ministre de l'Intérieur, maintenant, c'est un ministre neutre, et il est en train d'effectuer un excellent travail au niveau de son ministère. Et, ainsi que le ministère des Affaires étrangères, ainsi que le ministère de la Justice. De la Justice, c'est grâce à les ministères régaliens. Nous avons menacé de quitter le gouvernement et je réponds à... SFR aussi a menacé, mais bon, c'est pas pour autant qu'ils l'ont fait. Et menacé aussi de quitter la présidence de l'ANC. Parce que vous êtes content du rendement du ministère de la Justice actuel? Laissez-moi. Moi, c'est une question. Non, je ne peux on pas. vous pose des questions. On laisse répondre quand même, allez-y. Je vous ai laissé parler, développer vos idées, sans vous déranger. Laissez-moi dire ce que j'ai à dire, quoi. C'est Moussa Jafar, lorsqu'on a commencé à réfléchir sur le remaniement ministériel, a prévenu tous les militants, les cadres du parti. Il a dit, bon, on va défendre corps et âme la neutralisation des 4 ministères régaliens. Si on quitte le gouvernement, moi, je déposerai aussi ma démission pour la présidence de l'ANC, je deviendrai un simple député. Ça, il l'a dit, et on était prêt à le faire. Nada, par l'intermédiaire de ses porte-paroles et de ses cadres, de ses teneurs, a même dit, a avancé qu'elle peut, sans passer de Takatul, elle peut former le gouvernement, ça a été relaté par la presse, ils peuvent former leur gouvernement sans Takatul. Et malgré ça, nous avons tenu la dragée haute et nous avons obtenu un excellent résultat, je suppose. L'expérience de la Tunisie, nous avons, je le rappelle, nous avons opté pour participer à la Troïka, oui, et nous estimons... Est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'avoir participé à cette Troïka? Non, on ne le regrette pas. Si c'était à refaire, on ne le regrette pas. Et les démissions qu'on a eues, tous les partis ont eu des démissions de leur rang. El Jumhouri, le Massar, tous les partis, le parti, le CPR, sauf un nada, on n'a pas vu des démissions. Une démission. Une démission. Voilà, Abou Yarab Al-Marzouk, voilà. Bon. Et je pense qu'il y a une deuxième. Mais j'estime que l'administration aujourd'hui, oui, il y a menace. Nous sommes en train de nous opposer et d'essayer de mettre en place... comment vous opposez au parti Nahda? Comment ça se passe? Nous sommes en train de mettre en place une instance qui superviserait toutes les nominations et qui reviserait les nominations précédentes. Et j'estime aussi que l'administration tunisienne, qui a hérité de 50 ans, plus de 50 ans d'expérience, est assez forte pour se défendre elle-même avec l'appui des syndicats de base, des syndicats de l'UGTT. Et c'est très difficile pour le Nahda ou pour n'importe quel parti qui prendrait le pouvoir avant Nahda de faire avaler la réaction très rapide, c'est-à-dire il faut rester assez rapide pour nous permettre justement de ne pas s'interrompre pour Si Mohamed et d'avancer. Je pense que la Troïka a échoué dans la manière d'installer une administration républicaine, c'est-à-dire une administration neutre des partis. Le chef du gouvernement, Hamad Ejbel, a dit qu'elle a échoué de toute façon. Voilà, le mal d'ailleurs qu'a connu l'administration depuis plus de quelques décennies. On attendait d'un premier gouvernement de la Révolution qu'ils installent une administration républicaine, comme ils installent une sécurité républicaine, une justice républicaine, une information républicaine, toutes les institutions d'une vraie république. Malheureusement, la Troïka a échoué.
fait. L'échec est là, il est patent. Même si la vue optimiste de Si Mohamed, il voit le côté, les points positifs sur lesquels ils ont joué, que je ne nie pas là-dessus, mais grosso modo, il y a un échec latent, il y a un échec notable, essentiellement au niveau de la neutralité de l'administration, seule garante de la structure du pays, de l'État, et deuxièmement, au niveau de la sécurité, au niveau de la justice. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, on voit que, par exemple, rien n'a été fait au niveau des ligues de protection de la Révolution pour leur dissolution, alors qu'ils ont été, qu'il s'est prouvé qu'ils ont pris part à des actes de violence envers les opposants politiques de la Troïka. Ils n'ont jamais fait une action, quelle qu'elle soit, contre un des partis de la Troïka, pour dire un petit peu la symbiose et l'attachement, je dirais même structurel, avec les partis de la Troïka. Par contre, nous sommes en train de voir que ces ligues de la protection de la Révolution n'ont jamais été inquiétées, elles ne le sont pas. La justice n'est toujours pas indépendante, donc aujourd'hui j'émets bien que nous sommes en train de voir un rendement plus positif du ministre de l'Intérieur, du nouveau ministre de l'Intérieur. Et qu'on salue pour ces actes un petit peu courageux qu'il a fait au niveau de nouvelles nominations au niveau de l'aéroport, essentiellement de Carthage. Par contre, au niveau des nominations des services centraux, il y a beaucoup de choses à dire. Elles ne vont pas non plus dans le bon sens. Il va falloir qu'on le dise aussi. C'est-à-dire, il va falloir rester vigilant jusqu'au bout. Est-ce que le ministère de la Justice aujourd'hui est légitimement neutre? La réponse est non. On va discuter tout à l'heure de certains cas. Donc, il y a il faut qu'on reste très vigilant. Je passe la parole à Sir Abdelaziz Mzouri. Justement, on en vient avec les protections de la Révolution à votre meeting de Gafsa. Non, moi je veux revenir sur un point. Non, on ne peut pas comme ça. On ne peut pas passer, laisser Si Mohamed parler. Alors, allez, des réactions, et après je passe au meeting. Donc, moi je n'accuse pas, je ne suis pas excessif, j'ai des preuves. D'abord, la première des choses, c'est que le président de Teketel a signé le document, Moustapha Ben Jaffer a signé en tête le document selon lequel l'Assemblée nationale doit rédiger la Constitution pendant une année. Elle a une année pour rédiger la Constitution. Très bien. Le premier acte qu'il a fait en tant que président de l'Assemblée constituante, c'est de revenir sur cet engagement et de revenir d'une manière tout à fait, et de revenir sous la pression de Nad. Deuxièmement, si Moustapha Ben Jaffer n'a revendiqué dans le premier gouvernement de Hamad Jbeli aucun ministère de souveraineté. Il a laissé tous les ministères à Nad, les grands ministères. Troisièmement, il a en quelque sorte intériorisé son infériorité par rapport à Nada parce qu'il a eu un résultat qui ne correspond pas, peut-être pas à ce qu'il attendait. Il a dit, c'est le premier, Nada, c'est le premier parti, donc il peut tout faire. Donc il s'est mis volontairement, même ceux qui ont quitté, même celui qui a quitté, et donc toi-même tu as regretté le départ, a dit cela. Il a dit qu'on n'y peut rien, ils sont les premiers, etc. Il le connaît très bien. Celui qui a quitté, moi je ne connais pas son nom. De toutes les manières, il quitte tellement qu'il n'y a plus de parti. Il y a Moustapha Ben Jaffer et le ministre des Affaires sociales, et c'est tout. Et le porte-parole. Oh, il est envoyé parce qu'il a une espèce d'aura. Demain, on a un conseil national. Il a une espèce de... Je vous invite à participer. Tout à l'heure, je voulais essayer de discuter avec toi, tu as refusé. Tu as dit que ce n'était pas normal. Donc maintenant, tu ne me coupes plus. Donc, lui parce qu'il a une espèce... Lui, parce qu'il a une espèce d'entre-gens chez les militants de droits de l'homme, etc., il l'envoie au charbon. Moi, il me fait pitié, puisqu'il est en train tout le temps de défendre des positions que je suis persuadé qui ne sont pas les siennes. Ils ne sont même pas les siennes. Il est obligé de défendre les positions de partis qui sont en contradiction avec les siennes. Et de toutes les manières, tout le monde s'est foutu de la gueule du Teketel quand il faisait semblant de vouloir quitter le gouvernement. Donne-moi une seule position que j'ai défendue ça ne marche pas. Et qui ne sont pas les miennes. Toutes les positions que tu défends actuellement ne sont pas les tiennes. Tu sais très bien que je défends les positions des droits de l'homme, je défends les valeurs démocratiques. Qu'est-ce que je défends? Je défends. Tu sais très bien, je défends pas les valeurs de Nada ou de... Tu sais très bien dans ton fort intérieur que Nada a mis le grappin sur le pays et que votre influence sur la marche du gouvernement et sur la marche des affaires est quasiment nulle. Mais les positions qu'on défend,
Je défends les valeurs démocratiques. Je défends les valeurs démocratiques, c'est les ligues de protection de la révolution, c'est les salafistes. On n'a jamais défendu en plus, il dit des choses qui sont fausses. Parce que le ministre de l'Intérieur, d'abord, on ne sait pas ce qu'il a fait de vraiment grandiose pour qu'on dise, même actuel. Je parle de l'actuel. L'actuel, il n'a encore rien fait. Il a pris quelques décisions pour les nominations, mais il n'a pas. Le gouverneur, pour revenir à ta propre question, le gouverneur de Gafsa téléphonait personnellement aux gens pour les dissuader de ne pas aller au meeting de Nida Tous. Un. Deuxièmement, il y avait un renfort de police, c'est vrai, mais la police gardait 1 mètre entre les 300 ou 400 LPR qui sont venus, et malgré qu'il a eu un succès populaire énorme, il y a eu 300 ou 400 bonhommes qui sont venus à Gafsa et qui insultaient devant la police, qui insultaient les gens qui arrivaient et les gens qui revenaient du meeting. Donc, il n'a encore rien fait. Pour le ministère de la Justice, il est déjà décrédibilisé complètement. Il a exactement repris la même position que celle de Bhiri par rapport à... c'est pire, il est même pire que l'autre. L'autre, parce que l'arrêt de la Cour de cassation ne disait pas qu'il fallait qu'il soit libéré. L'arrêt de la Cour de... Oui, l'arrêt de la Cour de cassation. Il a fait tous les sujets. Oui, bien sûr, c'est tous les sujets, parce que sur tous les sujets, ils n'ont aucune... Taquette n'a aucune influence sur aucun sujet. Si vous prenez le ministre de la Justice, si vous prenez... Une seconde. C'est une émission pour débattre les nouvelles de la semaine. Non. Pour débattre les nouvelles de la semaine, la plus importante nouvelle de la semaine, c'est les LPR qui ont attaqué en vue d'assassiner. C'est les LPR à Gafsa, qui dépendent du gouvernement soutenu par la Troïka. Normalement, et moi je l'assure, tous les gouvernements peuvent le faire. S'ils veulent que ces gens-là soient à 500 mètres du meeting, ils peuvent le faire. Tout le monde sait, il ne faut pas être un spécialiste de la sécurité pour savoir que si on veut organiser, empêcher ces gens-là qui sont connus de tous et qui sont connus, pire, Rafiq Bouchleka était à Gafsa pour coordonner cette action. Le gendre de Rachid El-Ghanouchi et le gendre de votre allié principal à la Troïka. Alors vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas au courant. On peut laisser Mohamed Benoul répondre quand même. Allez. Taquette doit être au courant que M. Bouchleka est à Gafsa. Bien sûr, tout le monde. Et moi, je suis au courant. C'est pas possible. S'il n'est pas au courant, c'est que ça ne va pas du tout. J'espère qu'un jour, vous serez au courant. Mais je suis au courant. J'ai aucun moyen, je suis au courant. Non, il faut dire que si les forces de sécurité voulaient imposer, nous l'avons vu par exemple à Kérouan avec les meetings de Hizb al-Jumouri. On a vu dans une première version les ligues de protection de la révolution attaquer le meeting de Hizb al-Jumouri à Kérouan. Ils n'ont pas laissé. La police a fait une protection en fait de la place du meeting en empêchant les gens d'y arriver. Très bien. Le deuxième meeting, ça s'est très bien passé. Ils ont fait leur boulot correctement, les polices, et nous les avons remerciés. Ils ont fait un cordon assez large, c'est-à-dire assez vaste, dans lequel ils ont permis aux gens de nous avons eu un meeting. C'est pas aussi. Je vous coupe la parole parce qu'on doit quand même avancer sur nos certains points. Si Mohamed, je vais vous donner encore un peu plus de parole aussi. On va revenir. Donc le meeting de Gafsa, c'est bon, on en a parlé, ça a été dit. Juste... Non, le meeting de Gafsa, je regrette. J'ai une petite remarque à faire, c'est que Taquette a toujours dénoncé toutes les violations de liberté de réunion qui ont eu lieu soit à Gerba ou à Kérouan ou lorsque M. Najib Cheb est allé à Gardimaou. On a toujours défendu le droit et nous dénonçons. Je parle au nom du parti, je ne parle pas au nom du gouvernement. Je suis porte-parole d'un parti. Nous dénonçons, nous défendons les valeurs démocratiques qui sont les nôtres, les valeurs du droit de l'homme. Je n'ai jamais défendu, je n'ai aucune parole, aucune phrase où je défends un nahda ou l'action du gouvernement. C'est Abdelaziz doit réviser un peu ce que nous disons. Vous êtes un parti au gouvernement. Vous oubliez que vous êtes un parti au gouvernement. C'est ça ce qui me sidère. Quand vous dites, vous faites la différence, je suis là en tant que parti, vous êtes un parti au gouvernement. À votre grand étonnement, on a même dénoncé le gouvernement. Au parti Taquette. Ça lui fait pas plus tard qu'hier,
regardez notre position vis-à-vis à la fermeture du dossier du 9 avril 2012. Nous avons dénoncé la position de M. Ali Larayed. Ah bon, ça c'est encore une question qu'on va revenir après dessus. Mais sans conséquence sur votre participation. Il y a des choses essentielles. Vous considérez, si toute la société civile, vous considérez, toute la société civile, tous les partis politiques sont concernés pour défendre ces valeurs et pour dénoncer, et ils ont une influence énorme sur la marche de l'État. Si votre parti, il ne faut pas accuser Takat pour des choses qu'il n'a jamais faites, ou pour des positions qu'il n'a jamais prises. Alors, c'est pas très difficile. La politique est très facile. Sauf un tour, vous voulez la rendre difficile. Parce que, oui, elle est très facile. Si vous considérez... Vous la rendez facile. Je peux placer un mot. Si vous considérez que la violence est un problème important, quelle que soit votre tactique par ailleurs, vous devez quitter le gouvernement si ce truc-là n'est pas respecté. Mais de dire comme vous le faites, je dénonce la violence comme ça pour soi-disant absorber un peu du mécontentement populaire, mais rester au gouvernement, ça ne veut rien dire. Soit vous considérez que ça, c'est pas très important, et ça, c'est grave, soit que vous considérez que c'est important et que vous vous en foutez complètement, vous voulez rester au gouvernement. Il n'y a pas d'autre solution. Sur la partie Ligue des protections de la Révolution, je pense que nous avons des positions qui convergent autour de cette table. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire entendre notre voix, et qui bloque la décision de dissoudre aujourd'hui le processus, c'est Nada, c'est le principal allié de Takatou. C'est le Majlis Shura, en fait, c'est Majlis Shura qui a sorti un communiqué, le communiqué célèbre, où il parlait, où il demandait à libérer les gens qui ont été emprisonnés dans le procès de Lotfi Naqd. Très bien. Ça c'est anormal. C'est-à-dire, je vous assure que ça, c'est un problème très délicat. Les salafistes qui ont fait une grève de la faim... Non, je parle des ligues de la protection de la Révolution. C'est un problème qu'il faut débattre en profondeur. Non, les ligues de la protection de la Révolution, c'est un problème qui est simple à résoudre. Il y a une organisation... Regardez. Moi j'estime que c'est très difficile. Prenons le cas du rapport de l'UJTT avec le gouvernement concernant les incidents du 4 décembre dernier. Sur la place Mohamed Ali. Sur la place Mohamed Ali. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une constitution d'une commission commune. D'accord? Aujourd'hui, il y a des témoignages qui sont apparents et qui prouvent d'une manière claire la présence des ligues de protection des régions. Et nous, on le sait très bien, puisque deux membres de notre bureau exécutif, c'est Saïd Al-Haïdi et c'est Chedi Farah, ont été agressés par des gens de la Ligue des protections qui ont été agressés, qui étaient à proximité. À la sauvetage de Saïd Al-Haïdi, c'est moi-même qui était dans la foule. Et on l'aurait fait autant, c'est Mohamed, bien sûr. J'ai envoyé des policiers, parce que qu'est-ce que j'ai dit aux policiers? J'ai pas dit M. Saïd Al-Haïdi est menacé d'agression. J'ai dit aux policiers, un ministre, et ils sont allés le sauver. C'est à votre honneur et on aurait fait autant. C'est à votre honneur et on aurait fait autant. Le problème aujourd'hui, c'est que ces ligues aujourd'hui ont été identifiées comme étant source de la violence. Pourquoi on n'arrive pas à les dissoudre? Pourquoi on n'arrive pas à les dissoudre? Et aujourd'hui, il y a le mouvement Nada, le principal allié, votre allié principal, c'est Mohamed, c'est lui qui tient bon à ce qu'elle ne soit pas inquiétée. Et nous voyons. Vous répétez tout le temps, notre allié. Votre allié principal, bien sûr. Nous sommes en coalition, pas en alliance. Nous sommes en cohabitation. Alliance gouvernementale. Ok. Voilà. Coalition gouvernementale. C'est l'alliance. Du gouvernement, vous êtes solidaire du gouvernement ou pas? Vous avez des ministres dans le gouvernement. Donc, le principe clair de solidarité gouvernementale joue contre vous. Si vous quittez le gouvernement, bien sûr, c'est un autre problème. Mais à partir du moment où vous avez des ministres du gouvernement, et d'ailleurs, on a vu M. Khalil Zaya, avant la constitution du gouvernement Ali Larayed,
c'est lui qui défendait de toutes les télévisions la politique. Très bien. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, tout le monde se foutait de vous. D'ailleurs, vous savez que vous n'alliez pas quitter le gouvernement. Vous avez fait semblant. Vous avez fait votre caga, mais tout le monde savait. Tout le monde. Sur les réseaux sociaux, il n'a qu'à ouvrir les réseaux. Les gens, le peuple, il n'est pas aussi bête que vous le croyez. Tout le monde savait que vous alliez rester au gouvernement. Alors, si le ministre régalien Nahdaoui serait resté, on serait aussi mais on ne sait pas si le ministre régalien, est-ce que Ben Ammou, est-ce que Bhiri a quitté le gouvernement, il a été promu, qui a échoué au ministère de la Justice. Est-ce que Ali Larif, qui a échoué, c'est un échec total des ligues de la protection à salafistes, aux gens qui vont en Syrie, à la commission du 9 avril. Maintenant, ces tas de services, en un an, sont plus accablants que d'un dictateur latino-américain en 25 ans. Et il est, non seulement il reste au gouvernement, mais il est promu chef de gouvernement. Et il récidive, pas plus tard qu'hier, en disant « je ferme le dossier du 9 avril ». Il n'a pas le droit de la fermer. De le fermer. Il a peut-être le droit de la fermer sur ce plan-là. Il est le principal accusé du truc. Et ce qui s'est passé le 9 avril est d'une gravité exceptionnelle parce que, on a utilisé la force. Quelle était la position de Takat le 9 avril 2012 ? Mais on s'en fiche, vous êtes toujours là. Non, pour revenir, juste pour compléter... À chaque incident, le Takat doit partir du gouvernement. Le moindre incident dans un pays démocratique, le moindre je vous donne la parole incident... Bien sûr, bien sûr. Sifa, vous allez-y. Je voulais juste terminer par cette affaire de la commission d'enquête jointe après, on passe à autre chose, au gouvernement. C'est un échec notoire, puisqu'aujourd'hui, même au niveau d'une commission conjointe, ils ne sont pas arrivés à une conclusion commune. Et pourquoi ? Parce qu'à cause de cette question centrale, qui est les ligues de protection de la Révolution, il y a un support inconditionnel du gouvernement et du parti Ennahda envers ces ligues. Et c'est ça le problème aujourd'hui. On va voir aussi qu'au 9 avril, au niveau nous allons parler tout à l'heure de 9 avril, pour voir aussi que le problème crucial qu'il y a, voilà, du 9 avril. Allez, on y va dans 9 avril, si vous permettez, justement, pour permettre une remarque à ce niveau. Le 9 avril, on a constitué également une commission d'enquête. Donc il y a un problème... Qui est chapeautée par quelqu'un de Nahda. Et qui est chapeautée par, en fait, l'Assemblée nationale constituante. Bah oui. Attendez, le problème ici, c'est que cette commission devrait être chapeautée par quelqu'un de CPR, au vu de la réglementation. Par Teketel, pardon, ils ont laissé la présidence au CPR, qui lui a laissé la présidence à Nahda. Donc il y a le président. Voilà. Ça c'est un exemple. Nahda, s'il vous plaît, passez. Faites. Voilà. Alors aujourd'hui, cette commission a pris une année. Il y a un échec. Il y a 10 démissionnaires du bloc démocratique parce que cette commission n'a pas pu fonctionner. Pourquoi elle n'a pas pu fonctionner? En fait, on a demandé à cette commission, nous, les citoyens normaux, on a demandé à cette commission 2 questions, auxquelles est venue s'ajouter une 3e question. Les deux questions premières de cette commission, quelle est la chaîne de commandement qui a donné l'ordre pour qu'il y ait ces violences contre les manifestants? Quelle est la chaîne de commandement? Puisque le ministre de l'Intérieur de l'époque, c'est Ali Larif, il a dit « c'est pas moi ». Il a semblé dire « c'est pas moi ». Donc, quelle est la chaîne de commandement? Ça, c'est la première question. La deuxième question qui était importante, qui sont les milices civiles qui étaient là et qui frappaient les gens et qui étaient armés de bâtons et de matraques, etc. Et qui n'étaient visiblement pas de la police parce qu'ils étaient habillés d'une manière un peu bizarre, pas comme le sont les flics en civil. D'accord. Auquel c'est venu s'ajouter une troisième question de l'autre camp, qui était, il y a visiblement une préparation, des camions qui sont venus avec des sacs de pierre, ils ont essayé de préparer ça. Est venue cette troisième question. Donc, aux 3 questions, cette commission a commencé son travail, ils sont allés voir le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, il leur a dit clairement: je n'ai pas à vous donner ces informations-là et vous n'avez pas vous n'avez pas. Donc il n'a pas collaboré. Vous n'avez pas qualité, en gros, à m'interpeller ou interpeller les responsables. Donc il n'a pas collaboré. Voilà, il n'a pas collaboré. Très bien. Ça, c'est un peu bizarre. Parce que si sur le fond, il est vrai que cette commission n'a pas les prérogatives légales, les textes réglementaires pour interpeller les responsables, les faire venir, etc. L'administration de la Révolution aurait été bien à l'aise de collaborer avec cette commission. Pourquoi non?
La réponse est non, parce que tout simplement, il n'avait pas envie d'arriver à la conclusion. Deuxième remarque importante, et je termine si vous permettez, c'est que le ministère de l'Intérieur a fait sa propre enquête au sujet du 9 avril. Et maintenant, le ministre le chef du gouvernement, qui était le ministre, qui dit on clôt cette affaire. Ah oui, moi ça m'a surpris. Mais attendez, on marche sur la tête. Mais au moins, avant de clôturer cette affaire, donnez-nous votre conclusion. On n'a pas de résultat. Donnez-nous au moins la conclusion du ministère de l'Intérieur. À défaut d'avoir la conclusion Mohamed est d'accord avec nous, enfin avec nous, avec vous. Tout à fait d'accord avec vous. J'ai pris un peu position dans cette histoire. Ce dossier n'est pas encore clos. Mais en tout cas, Ali Larraïv l'a dit qu'il est clos et on ne doit plus en parler dans les médias et dans la vie politique. Alors même le représentant, le président de la commission qui est de la NAD, dit exactement comme si Mohamed Raoui, ils sont dans un jeu de rôle un peu stupide. L'Averi a dit exactement la même chose, quand la commission n'est pas close. Mais il y a 10 membres qui ont démissionné. Et bon, allez, c'est Mohamed, sur cette question. Elle est en crise. Sur cette question, je suis tout à fait d'accord avec lui, que ce dossier doit être élucidé. Il n'est pas clos. Personne ne doit accepter de fermer définitivement ce dossier. Est-ce qu'Ali a le droit de dire ça? S'il y a eu des erreurs, il faut les reconnaître. Est-ce que c'est une erreur encore du chef du gouvernement de dire ça aux médias? Ce dossier est clos. C'est une erreur. On a pris, nous, Artakat, une position claire. Elle a été relatée hier par la presse écrite. Et nous sommes contre la fermeture de ce dossier. Jusqu'à résultat. Nous allons tout faire pour que ce dossier Très bien. soit Alors, élucidé. on passe à autre chose tout de suite. Le discours de Marzouki, dernièrement, avec le chèque de 28 818 000 dollars américains. Je pense que c'est ça, qui sont revenus du Liban, de la femme de l'ex-président de la Tunisie, Ben Ali. Donc là, il a Ben Ali qui avait mis beaucoup d'argent au Liban. Donc la moitié est revenue. Un chèque a été remis à M. Marzouki, qu'il a remis au ministre de la Justice, qu'il a remis au ministre des Finances, Elias Ferfer, qui fait partie du parti Takatan. Alors, par rapport à ça et par rapport aux menaces au peuple tunisien qu'a fait Simon Marzouki, président de la République provisoire de la Tunisie, alors quelles sont vos réactions par rapport à ça? Si Fawzi, allez-y, vous voulez prendre la parole, je vous la donne. Moi, je voudrais dire tout d'abord, on parle de 28 millions de dollars, c'est-à-dire 45 millions de dinars à peu près, par rapport... Alors déjà, deux questions. Un, cet argent va aller où, chez qui, pourquoi, pour en faire quoi? Et deux, c'est rien cet argent. C'est rien. 45 millions de dinars, ça ne tient même pas une journée sur le budget de l'État. Pour savoir où est-ce que ça va. Et deuxièmement, il faut relativiser la prise. Le président de la République, il est tellement avide de faire de la propagande individuelle que c'est ridicule le chèque. Le chèque ne construit même pas un hôtel. Il va aller où? Il va aller et on va le dépenser en 10 heures. Alors, la première question, c'est ça. Et deuxième question, vos réactions par rapport aux propos qu'a tenus je vais répondre à vos questions. Tout d'abord, moi, je relativise ce montant par rapport au montant total de l'argent spolié des Ben Ali, qui est estimé, d'après les associations... On parle du Liban, hein? Non, au Liban. Attendez, moi, je vais mettre pour les téléspectateurs, je vais parler du montant total. On parle d'un montant total de 23 000 millions, c'est-à-dire 23 milliards de dinars de dettes spoliées à la Tunisie, d'argent spolié. Quand on parle de 45 millions par rapport à 23 000, il y a 43 000 par rapport à 43 millions, pardon. Ça fait beaucoup de zéros. 43 millions de dinars par rapport à 23 milliards. Par rapport à 23 milliards. 43 c'est-à-dire c'est 0,1% à peu près. C'est-à-dire c'est à peu près 0,2% du montant total. Ça veut dire qu'ils sont en train d'en vivre encore. Ça veut dire qu'on n'a rien fait dans l'affaire, le dossier de l'argent spolié tunisien. Et moi, vous pensez que cette affaire a été amplifiée? Alors voilà, justement, il y a une instrumentalisation politique de cette affaire. Alors, pour cette affaire, pour cet argent qui n'est même pas, qui ne sert même pas à acheter un bien quelconque d'un richard, et dont les Ben Ali aujourd'hui détiennent peut-être 100 fois ou 1000 fois plus d'argent aujourd'hui qu'on n'arrive pas à recouvrer, eux et leurs familles. On vient, pour cette affaire, pour ce petit montant, par rapport à l'État, qui va rejoindre la caisse de l'État. C'est dérisoire, un montant dérisoire. On vient faire une conférence à la présidence de la République, avec une décoration d'un avocat, avec tous les honneurs à un pays
qui, semble-t-il, l'avocat qui a remis le chèque, c'est du Qatar. Hein. Il est qatari, Qatari, alors que l'action, elle est sous l'égide de l'ONU, rappelons-le. Oui. Monsieur le Président de la République n'a pas invité, n'a pas rendu hommage à la commission de recouvrement de l'argent, ce qui a provoqué la colère du gouverneur de la Banque centrale. Séance tenante, nous l'avons vu. Il n'a pas convoqué des associations de la société civile. Et là, je rends hommage à une association, l'association de Sissé Mirmedi, l'association de la transparence financière, la TFF, qui fait un boulot, un travail immense de terrain tous les jours pour recouvrer l'argent tunisien. Et pourtant, Monsieur le Président de la République n'a pas jugé utile d'inviter ces gens-là ou au moins de leur rendre hommage. Donc il y a une instrumentalisation politique du recouvrement d'un petit montant dans cette affaire-là. Voilà. On passe. J'aimerais quand même votre avis par rapport à la deuxième question. Alors, les propos. Mais je sais que vous allez y répondre aussi. Alors, je vais vous dire moi une seule chose. Ce qui m'a étonné le plus personnellement, c'est que M. Marzouki est un arabophone. C'est un monsieur qui maîtrise la langue arabe. Et qui fait la promotion de ses livres. Et qui fait, en parallèle, la promotion de ses livres, qui a écrit des bouquins, et qui, d'ailleurs, dont les valeurs ont été reniées complètement par lui, je trouve, au niveau de la... On aurait bien aimé quelqu'un de la présidence ce soir. Voilà, on aurait aimé, mais on pourrait laisser à une autre fois. D'accord. Aujourd'hui, il a utilisé un mot en arabe, tatawala, ce qui veut dire en français s'attaquer à plus fort ou plus grand que soi. Ça veut dire que déjà, M. Marzouki a mis le Qatar dans un piédestal élevé et que les Tunisiens, au-dessus de la Tunisie, si petits, au-dessus de la Tunisie, et que les petits Tunisiens n'ont pas le droit de s'attaquer à plus grand que soi. Et ça, je trouve qu'il est... Tout d'abord, ce n'était pas le propos, ce n'était pas la place de ce propos. Pourquoi les gens qui critiquent le Qatar n'ont pas le droit de critiquer le Qatar comme ils critiquent la France ou qui critiquent la présidence? D'ailleurs, la réponse facebookienne et des réseaux sociaux ne s'est pas fait attendre et M. Marzouki a raté encore une fois, malheureusement. Le même temps de parole. Et je terminerai en disant que M. Marzouki, malheureusement pour nous, a raté encore une occasion, l'occasion de se taire. Très bien, M. Abdelaziz Mzouri, par rapport aux propos du président de la République et justement de l'argent spolié. D'abord, moi, je voudrais souligner que les standards internationaux en matière de restitution de biens spoliés et de valeurs spoliées par les despotes, c'est en général entre 4 et 5% en fin de parcours. Donc nous, on est, par rapport à cette somme, on est très, 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 très loin. Donc il n'y a pas de quoi fanfaronner. Deuxièmement, je rappelle à Sil Marzouki et à la Troïka et au gouvernement que ces gens-là qui ont pris l'argent des Tunisiens sont dans des pays, sont précisément au Qatar et en Arabie Saoudite. Et que M. Hamad Ejbeli a dit que nos relations avec l'Arabie Saoudite sont plus importantes que Ben Ali et que son argent. Et que Sakhr el-Matri est au Qatar, sous la protection des gens qu'on ne doit pas toucher d'aucune manière. Donc il y a une hypocrisie fondamentale qui consiste à dire, puisque c'est leurs alliés, c'est celui qui leur fournit de l'argent, on ne le touche pas, etc. Donc, Deuxièmement... Attention, vous risquez votre vie, hein, attaquant le Qatar, faites attention. Ça, c'est pas grave, après tout, on n'est pas plus précieux que les gens qui sont morts. Non, c'est pas... Ils ont assassiné des gens pour essayer d'instiller de la peur chez les gens. Ça ne se passera pas. Les gens n'auront pas peur. Et moi, personnellement, je le dis, je n'ai pas peur. Très bien. Et je les défie complètement. On continue. Donc, sur le Qatar. Je dirai toujours la vérité, quel que soit le prix qu'on doit payer. Levez la main droite et dites deuxième chose, Monsieur Marzouki, il a toujours été comme ça. Dès qu'il a mis les pieds. Et je crois qu'il y a un syndrome du palais de Carthage. Et celui qui est sain, quand il rentre au palais de Carthage, il devient fou. Celui qui était déjà un peu dérangé quand il rentre, ça s'aggrave brutalement. Et là, il a commencé par le burnos, les séphirates, les distinctions entre les femmes, etc. Chaque fois qu'il fait un discours, il crée un problème énorme dans le pays parce que c'est un problème national. Parce que c'est un diviseur. Au lieu d'être le président de tous les Tunisiens, de tenir alors qu'il avait la possibilité. Il a accepté la présidence de la République. Il était assis dans un coin à l'Assemblée nationale alors qu'on discutait ses prérogatives et alors que des partis comme le parti Jumhouri défendaient ses prérogatives, lui, il ne les a même pas défendues. Il s'est déshonoré ce jour-là. C'est pour ça que les gens ne lui font pas crédit. Il est président de la République avec 7000 voix.
C'est-à-dire qu'il a été désigné comme fonctionnaire par Rachid Ghannouchi. D'accord. C'est tout. Très C'est bien. un fonctionnaire de catégorie C. Si, Même pas Mohamed Ben Nour, par catégorie A. rapport au président de la République, les propos qu'il a tenus. 7000 voix. Vous condamnez. N'importe quelle présidence, Marzouk ou un autre, aurait été mis à la présidence. C'est le système qui a été tracé, confectionné Si on avait mis, par non, Ayad c'est pas Nachour. vrai. Non. Si on avait mis le président du parti majoritaire, il aurait pu dire, moi j'ai la majorité dans ce pays. Mahouada, il a 7000 voix dans un parti qui n'est même pas deuxième dans le classement des partis aux élections du 23 octobre. Non, il a été nommé par Rachid Ghannouchi, c'est tout, c'est clair. Il aurait pu nommer n'importe qui. D'ailleurs, tu sais très bien qu'il y a eu des transactions pour nommer d'autres personnes. C'est le système. Justement, le système est mauvais. Le système, il s'est fait tout seul. Vous l'avez fait vous-même. Il a été fait par Ayad Nachour. Non, pas du tout. Il a été fait par l'ANC. C'est l'organisation provisoire des pouvoirs. C'est tout. Le système, vous auriez pu le changer. Le système qui a conduit à cette majorité, il a été conçu et fait par Ayad Nachour. L'ANC est souveraine pour créer ce truc-là. Bon, allez, si Mohamed. De toute manière, c'est une période transitoire qu'on est obligé de passer par là. Oui, t'inquiète, tous les partis ont pris l'engagement, sauf le CPR, que la Constitution soit élaborée. Non. Mais là, on n'est pas sur ça, c'est Mohamed. On est sur les propos de Marzouk par rapport aux menaces qu'il a fait aux Tunisiens, qu'il ne faut pas toucher le Qatar. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Moi, personnellement, je suis contre ces propos. Et le parti? Le parti aussi. Mais qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Alors, moi, j'ai une question d'ordre général. Juste une minute. Oui. Quand vous dites que nous condamnons, nous faisons pression, mais comment? Expliquez aux gens comment un parti, si oui, le CPR ou bien Takatel, comment vous... Nous ne sommes pas responsables des paroles du président de la République, du paroles du... Non, mais là, c'est une question générale. Non, mais là, c'est général. Comment vous, concrètement, depuis tout à l'heure, on vous entend dire, nous condamnons, nous faisons pression. Oui, comment? Le président a fait un discours... Si vous sortez un communiqué, ça ne va rien faire. Mais qu'est-ce qu'on Alors concrètement, comment on fait de la pression par rapport à Narda? Lorsqu'on n'est pas d'accord avec quand vous n'êtes pas d'accord avec le parti Narda, comment vous faites pression sur ce parti? De quelle manière? Il y a plus grave et sur lequel Takatel devrait se positionner d'une manière beaucoup plus claire. Il y a un revirement de la politique étrangère tunisienne. Il y a un revirement de la politique du partenariat économique. Moi, je veux juste qu'on me réponde à ma question. Mais ça, c'est encore plus grave que les propos peut-être individuels d'un président de la République. Et pourtant, Takatel ne prend pas position. C'est ça votre question. Je veux juste savoir comment on fait de la pression, c'est tout. De quelle manière, c'est tout. Comment, je ne sais pas, demain, Nidetou se retrouve au pouvoir, ou bien Jumhuri ou n'importe qui, comment ils exercent de la pression sur un parti qui est majoritaire? Aujourd'hui, la scène politique n'est plus occupée par un seul parti, un seul pouvoir, comme ce fut le cas pendant les 50 dernières années. D'accord. Aujourd'hui, il y a plusieurs opérateurs. Sur ce point-là. Okay. Le gouvernement n'est plus un seul parti au pouvoir, c'est des partis au pouvoir. Aujourd'hui, c'est 3 partis. Demain, on ne sait pas. On ne connaît pas la donne de demain. Oui. Mais aujourd'hui, comment concrètement on fait de la pression sur Narda? Et donc, on est entré dans une phase où les uns et les autres prennent des positions, font des déclarations, font des discours, et on ne peut pas... chaque partenaire dans une coalition politique ne peut pas être, lui, comptable de ces discours-là. Le discours de M. Marzouki, c'est le discours du président de la République. On peut être d'accord comme on peut ne pas être d'accord. Mais là, c'est grave. Il va menacer les gens de ne pas... Les relations avec les États, il y a deux choses différentes. Les États, avec les États étrangers, arabes ou africains ou européens, nous avons des intérêts. La Tunisie a des intérêts. Lorsque les uns et les autres se respectent, nous, on respecte tous les pays, on n'a pas de problème avec aucun pays, mais lorsque des pays s'immiscent dans notre politique intérieure ou dans nos décisions, tout Tunisien patriote, nationaliste, on n'a plus le temps, se doit de prendre une position. Pour nous, on va donner un peu de parole à M. Benoît. Pour nous, l'État de Qatar
ou l'Arabie saoudite qui aiderait des salafistes ou des groupes terroristes. On nous dit c'est pas l'État, c'est des individus dans ces États. Moi, personnellement, en tant que nationaliste tunisien, j'accepterai pas que des individus ou des États puissent aider des groupes pour faire ce qu'ils font aujourd'hui, les salafistes. Pratiquer de la violence. Voilà. Donc, je me demande tout le temps, j'ai posé cette question dans plusieurs plateaux de télévision et de radio, en disant de quoi vivent ces groupes. Puisqu'ils ne travaillent pas, je constate. Mohamed, vous êtes dans un gouvernement qui a désigné comme ambassadeur en Libye quelqu'un qui s'appelle Rida, j'ai son nom, qui est ambassadeur en Libye, hein. Le point de transit des Tunisiens vers la Syrie et vers les camps d'entraînement. C'est un Nahdaoui qui était en Somalie, est-ce que vous le savez ou vous ne le savez pas? Est-ce que vous contrôlez ce jeu? Esmo Rida al-Boukedi. Il s'appelle Rida Boukedi. C'était un ancien de la Somalie, etc. Il est ambassadeur à Tripoli. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, la Libye... C'est la plateforme l'autre jour, il y a un type qui est venu. La Libye est incontrôlée et incontrôlable. Et tous ceux qui vont revenir en Tunisie pour faire la guerre civile ou partir en Syrie pour s'entraîner et revenir en Tunisie pour faire de la guerre civile ne sont pas contrôlés par le gouvernement. Ils sont encouragés parce que le gouvernement sait qu'il va... Oui. J'ai une déclaration aujourd'hui du Rida Belhaj. C'est un salafiste. Lié au gouvernement, oui, mais c'est un salafiste. Il a dit si Nada tombe dans les élections, si Nida Tounes prend le pouvoir, ils vont lutter contre lui par les armes. Ils s'entraînent. Vous êtes dans un gouvernement, mais vous êtes trop candide. Vous êtes des gens comme ça. Vous vous baladez comme si tout le monde était beau, était gentil, alors que le sol croule. Vous êtes en train de préparer le pays à la guerre civile. Nous sommes en train de préparer. Par votre aveuglement. Si vous avez un dossier consistant contre cet ambassadeur... Que des dossiers consistants. On a découvert des armes en Tunisie un peu partout. Et on a découvert... C'est intéressant parce que... Allez-y. On a découvert des armes un peu partout. Et moi, je considère que c'est des leurs, ça. On découvre des armes dans quelques endroits pour dire, voilà, la police fait son travail. La Tunisie est pleine d'armes. Vous savez très bien que le ministère de l'Intérieur, sous l'égide d'Ali Larid, laissant-lui le bénéfice du doute au départ, sous l'égide d'Ali Larid, n'a rien fait pour que le pays ne s'arme pas. Les mosquées se sont transformées en casernes. Il y a des mosquées. L'autre jour, à Sfax, le nouveau ministre, il a attaqué une mosquée, il n'a rien trouvé. Mais il y a 500 mosquées qui sont hors du contrôle du gouvernement. Et il y a le Moro qui vient dire à la télévision, qu'est-ce qu'on peut faire pour les mosquées? On ne va quand même pas les attaquer par la police ou la garde nationale. Il oublie que les lieux saints de la Mecque ont été attaqués par le GIGN français quand il y a eu. Et donc, ces histoires-là... Vous serez le premier à dénoncer une balle qui serait tirée contre les salafistes en Tunisie. Vous serez le premier à dénoncer ça. Pas du tout. Ah bon? Moi, j'estime que les gens... On ne discute pas avec les gens, on discute avec les gens qui acceptent la discussion. Les gens qui sont violents, etc., il n'y a que la répression. Et la répression d'État. Il n'y a pas d'autre solution. Mais juste, je lui permets ensuite peut-être de commenter sur mes propos. Moi, je pense que l'expérience de ce gouvernement, l'expérience de la Troïka, a été mauvaise dans le sens pour Takatel essentiellement et pour la démocratie en général pour une raison simple. C'est-à-dire, voilà une force politique qui a très peu de valeur à partager avec d'autres forces politiques et qui quand même fait une coalition. Nous avons vu dans les positions de Si Mohamed ici, nous avons vu dans les positions des députés de Takatel au niveau de l'Assemblée nationale, il y a très peu de partage avec les forces. Qu'est-ce qui réunit finalement ces trois forces au niveau de la Troïka? Qu'est-ce qui vous rassemble? Il n'y a que le partage du pouvoir. Mais ça veut dire que, et ceci n'est pas un bon exemple de démocratie. C'est ça le problème. Aujourd'hui, ce n'est pas un bon signal à donner à notre nation, au peuple tunisien, comme quoi, voilà, un peuple, un parti qui ne partage rien et pourtant il s'allie avec d'autres pour le pouvoir. Donc ça va donner des idées. C'est pour ça qu'ils ont perdu trop de leur électorat, Takatel, je pense, parce que essentiellement ils ont perdu de leur valeur. Donc aujourd'hui, c'est une question fondamentale. Allez, c'est Mohamed.
Il a dit que je ne gouvernerai pas sans la participation de Nahda. Cette formule, c'est une déformation. Cette formule de coalition va rester pendant un bon bout de temps, tant que Nahda aura des électeurs, et Nidatoun sera des électeurs, et les autres partis auront des électeurs. Ils seront forcés de partager le pouvoir. Oui, mais on se réunit de sur faire des une valeurs coalition. communes, si Mohamed. On peut sur pas, des valeurs communes. Sur un programme. Il n'y a même pas de programme. Vous n'avez ni valeur ni programme. C'est clair, c'est moi. C'est une phase. C'est une phase de construction d'une démocratie. Nous sommes en train de fonder les institutions. La constitution, les lois électorales, le choix du régime et tout. Donc, nous avons opté, nous, dans cette phase de construction, nous avons opté pour cette formule. Et je crois que beaucoup d'observateurs, pas uniquement tunisiens et même étrangers, ils valorisent un peu l'expérience tunisienne en la comparant avec l'Égypte, avec la Libye, avec le Yémen. Avec la Somalie. Non, pas du tout. La Somalie, l'Égypte, c'est pas la Somalie. L'Égypte, c'est pire que... D'abord, en Égypte, il y a un problème énorme. On ne va pas parler de ça. Je vais te poser une question précise. On ne me laisse pas, on m'attaque. Mais on ne t'attaque pas, on veut discuter. On veut discuter, mais tu t'éloignes beaucoup du problème. Je vais te poser une question précise. Alors, une question et on redonne la parole. Tu es pour l'indépendance de la justice? Tu es pour l'indépendance de la justice en Tunisie. Nous avons il y a l'association des magistrats, le syndicat des magistrats qui n'est pas d'accord avec la loi. C'est-à-dire que tous les magistrats de Tunisie, à travers leurs représentants, ne sont pas d'accord avec la proposition de loi de la Troïka. Pourquoi vous êtes toujours du camp de ceux qui sont contre cette volonté? Pourquoi? Expliquez-moi. Vous avez une occasion pour vous distinguer et dire non, nous, puisque les magistrats sont d'accord sur ça, les magistrats, tous les gens de bonne volonté sont contre cette loi, sont contre les désirs que cette loi prend en considération, impose. Voilà un cas pratique. Pourquoi vous ne prenez pas vos distances sur cette question-là? Vous êtes avec eux. Si on ne prend pas une position conforme à la tienne, on est avec eux. Pas à la mienne, à l'association des magistrats et à syndicat des magistrats. À la mienne, je n'ai pas de position. Il y a un débat entre l'association et le syndicat. Non, il n'y a plus, justement, sur cette question, non. Vous jouiez sur ça, mais maintenant, non. Ils ont la même position. Vous essayez de biaiser toujours. Je vous dis, je vous le garantis. Ils ont exactement la même position. La question n'a pas été traitée à la constituante. En attendant que on répond vite fait à ça et on termine. On va prendre une position. Mais je vous promets que l'expérience tunisienne, et même l'expérience tunisienne, la Tunisie ne pourra pas être gouvernée en excluant. On n'a jamais parlé d'exclusion. Voilà. Donc, on n'a jamais parlé d'exclusion de Nahda et des islamistes parce qu'ils font partie du pays. Personne ne parle de ça. Vous en demandez votre rôle. Cette expérience va continuer avec Takatur ou sans Takatur. Et plusieurs hommes politiques de Nidatoun, de Jemhouri, de Massar et tous, ils ont repris cette position en disant que nous sommes... On était favorable à un gouvernement on a plus le temps, c'est pas aussi, on a vraiment plus le temps. Aujourd'hui, pour cette phase qui est très difficile, parce qu'on hérite d'un pouvoir qui a perduré pendant plus que 50 ans, la faillite du système, de tout le système, le 14 janvier a donné un chaos. Le pays était dans une situation chaotique et là, nous, à Taket, nous avons choisi à participer à la construction, à l'édification de cette... Très bien. Alors, je vous pose une autre question. Aujourd'hui, on termine avec cette question, mais chacun une minute. Hein. C'est bien. Voilà. Semil Ferré, donc pour la deuxième fois, la justice déclare que Semil Ferré doit être libéré, et pour la deuxième fois, il reste en prison. Quel est le prix de sa liberté aujourd'hui? Moi, je crois qu'il y a eu plusieurs positions.
prise par des spécialistes de loi. Je crois que, moi je me rappelle, le doyen Bouzet, il a dit que le respect de la procédure pénale est un indice d'une bonne ou mauvaise démocratie. Je crois qu'il faut respecter les procédures. Donc là, la justice, elle a un petit problème. Là. On libère pas, il libère. Et il faut respecter les procédures. D'accord. Moi, je ne suis pas pour maintenir quelqu'un en prison lorsqu'il y a eu décision de le libérer. Parfait. Ça, c'est la position claire, position nette, personnelle et de Takatel. Non, de Takatel, claire, nette, et du précis. parti de Très bien. Ce dossier démontre encore une fois la mainmise du pouvoir politique sur le pouvoir judiciaire. Et malheureusement, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous avons une justice républicaine indépendante. Très bien. C'est ça le problème. Parfait. Raoult, ce n'est qu'un aspect. Ça, c'est l'aspect de l'iceberg. D'ailleurs, je suis étonné que les syndicats de la magistrature, les magistrats de la Cour de cassation, ne fassent pas plus de tapage, puisque c'est une violation flagrante d'une décision de la plus grande autorité. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais en plus, c'est la partie visible de l'iceberg, puisqu'il y a d'autres personnes, puisqu'ils sont... Abdallah, par exemple, ça fait 14 mois qu'il est incarcéré, et sans jugement. Il y a un autre policier qui était spécialiste. Il est accusé par quelqu'un de l'avoir torturé. Ça fait 6 mois, ils sont en procédure. Il est en tonne, alors qu'il ne l'a pas vu, pour dire que c'est lui. Il n'a même pas vu. Ça fait 6 mois. Il s'appelle Mohamed Nasser, ça fait 6 mois. Il y a quelqu'un qui est venu dire « il m'a torturé quand j'étais islamiste ». Oh, c'était un officier islamiste. La moindre des choses, c'est que la justice fasse une confrontation pour dire est-ce que c'est lui? Ça fait 6 mois qu'il est en prison et on ne l'a pas fait. Et on fait des trucs. Ils ont passé 6 mois pour savoir quel est le juge d'instruction qui est compétent, alors qu'ils savent très bien qu'il n'était pas militaire au moment de l'action et que le juge d'instruction militaire n'était pas compétent. Il n'était plus militaire. Donc c'est tous ces gens-là. Il y a une mainmise totale. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Pas même ministre total, il y a un nouveau ministre. Non, laisse-lui le temps. Non, il y a une même mise totale, c'est pas lui qui décide. Moro a voulu libérer Sami Fer et a voulu raisonner Nada. Il n'est pas allé chez Bhiri pour demander ça. Il est allé chez Rachid El-Ghannouchi. C'est Rachid El-Ghannouchi qui détient les clés de la prison de Mournaguia et pas Ben Ammou. Voilà la triste vérité. Voilà, très bien. Merci Si Mohamed Bennour, qui était en infériorité numérique. J'avais prévu quelqu'un de la Ligue de la protection de la Révolution qui serait à vos côtés, même si vous ne partagez pas. Si vous partagez pas, laissez-moi terminer. Moi, je dis heureusement qu'il n'est pas là. Bon, il n'est pas venu, mais même si vous ne partagez pas les mêmes valeurs. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup à M. Mohamed Bennour, porte-parole du parti de Takot, d'avoir répondu présent ce soir. J'espère qu'ils ne vous ont pas trop affaibli un peu. Au contraire, on est là pour discuter. Merci beaucoup à M. Fawzi Ben Abdelrahman, membre du bureau exécutif du parti Jumhouri. Merci d'avoir dit oui à notre invitation. Et M. Abdelaziz Mzouri, membre du bureau exécutif du parti Nid Tunis. Voilà où je veux simplement faire une remarque. Le Nahda fait pression même sur les invités. Quand on lui dit un tel va venir, elle dit je ne viens pas. Ça, je peux être d'accord avec vous. Et pas uniquement chez vous. C'est vrai. Dans toutes les radios et dans toutes les télévisions. Ah, ils veulent peut-être et je pense que les radios et les télévisions ne doivent pas se soumettre à ce dictat s'ils veulent être dans le camp de la révolution. Tout à fait. Pas dans le camp de voilà, on va finir avec les paroles de Sir Abdelaziz Mzouri, donc membre du bureau exécutif du parti Nid Tunis, M. Fawzi Ben Abdelrahman, membre du bureau exécutif du parti Jumhouri, Mohamed Bennour, porte-parole du parti Takot. Merci à vous, chez vous, qui nous avez suivis. J'espère qu'on vous a donné plus d'informations par rapport à l'actualité de la semaine dernière. On se retrouve pour un nouveau numéro lundi prochain à 20h15 sur votre chaîne, sur Tunis La TV, pour un nouveau numéro de Débat News. Bonne soirée.